L'Europe est-elle encore l'avenir de l'économie sociale et solidaire? C'est une vraie question parce qu'on nous dit qu'il y a des financements européens pour l'économie sociale et solidaire. Même le ministre français de l'économie, qui n'a plus d'argent dans les caisses de l'État, vous le savez, invite à se tourner vers ces financements européens. Et en même temps, la Commission européenne a supprimé le 1er mai son unité qui était dédiée depuis plus de 10 ans à l'économie sociale au sein de la Direction générale du marché intérieur. Alors, comment comprendre la stratégie européenne pour l'ESS? Eh bien, on va en parler dans cette émission ESS On Air de façon très concrète. On va parler d'Erasmus+, on va parler de sa plateforme EPAL qui travaille avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire sur la formation des adultes. Bonjour à vous, Marielle Gaudin. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous en plateau aujourd'hui. Alors, EPAL fêtait hier ses 10 ans. C'était à la Bellevilloise à Paris. C'est une plateforme électronique qui réunit des professionnels, des porteurs de projets, des acteurs institutionnels pour une thématique, c'est la formation des adultes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça marche et surtout en quoi ça concerne l'économie sociale et solidaire? Tout à fait. Alors hier à la Bellevilloise, c'était effectivement une journée pour célébrer les 10 ans d'EPAL, mais également la première journée éducation des adultes Erasmus+, qu'on déroulait hier. Et donc la plateforme EPAL existe effectivement depuis 10 ans. Aujourd'hui, c'est environ un petit peu moins de 170 000 professionnels plutôt de la formation des adultes en Europe. Et ce que ça a changé depuis 10 ans, c'est qu'il y a aujourd'hui 35 pays qui utilisent EPAL, donc ce qui permet d'avoir vraiment une ouverture européenne sur tous les sujets. EPAL concerne l'ESS, mais EPAL a des thématiques beaucoup plus larges, puisque c'est une quarantaine de thématiques traitées sur la plateforme. Comme quoi, par exemple? Alors, les thématiques phares d'Erasmus+, comme la citoyenneté, la participation, ça peut être aussi l'inclusion et la diversité, évidemment les transitions écologiques et numériques. Donc, c'est 4 thématiques, mais aussi beaucoup d'autres. Ça peut être la question des genres, la question des... Enfin, c'est extrêmement vaste, hein, donc 40 thématiques traitées. Tout ça sur la plateforme EPAL? Tout ça sur la plateforme. En tant qu'outil de formation? Tout à fait. En fait, c'est un outil pour les professionnels de la formation et qui est fait pour s'inspirer, pour aller voir ce qui se passe ailleurs aussi, puisque la plateforme est traduite en 23 langues. Donc, on peut aller voir ce qui se passe sur un sujet qui nous intéresse en Estonie, en Espagne. Alors, ça prend quelle forme? C'est des dossiers écrits, c'est des vidéos, c'est une plateforme de cours en ligne? Qu'est-ce que c'est précisément? Eh bien, il y a un petit peu de tout, puisque vous avez essentiellement des articles thématiques. Nous, dans l'équipe française, on a 6 experts EPAL qui travaillent pour la plateforme sur des thématiques bien déterminées. Donc, par exemple, évidemment, l'inclusion numérique, l'IA également, la transition écologique, ça peut être l'innovation sociale aussi, ou d'autres thématiques. Il y en a 6 différentes. Et donc, ils produisent des articles, des reportages qui sont diffusés sur la plateforme. On a également des podcasts. Alors, des podcasts qui mettent en lumière soit des projets Erasmus+, sur de l'éducation des adultes ou même de formation professionnelle, soit des initiatives qui nous paraissent pertinentes pour alimenter les thématiques. Par exemple, un des derniers podcasts était sur l'association Territoire Zéro Chômeur à Castillon-la-Bataille, pour être exact, et pour montrer un petit peu quelle puissance a ce dispositif au niveau local. Alors justement, on va essayer de comprendre en quoi ça concerne les acteurs de l'économie sociale et solidaire en France. Territoire Zéro Chômeur, on connaît un petit peu dans notre secteur parce que voilà, c'est un dispositif qui est expérimental, qui se déploie de plus en plus, dont le principe consiste à activer les dépenses passives du chômage. Donc on crée des entreprises dont l'unique objectif n'est pas de faire du business, c'est de créer des emplois pour des gens qui n'en ont pas. Donc des entreprises à but d'emploi sur des territoires zéro chômeur. En quoi vous intervenez avec ces acteurs-là? Alors là, le but d'EPAL, c'est de faire connaître ces dispositifs, c'est de les diffuser aussi, puisque donc les podcasts sont accessibles par les autres pays. Ça, c'est déjà, pour parler de ce cas particulier, ça intéresse un petit peu les pays européens qui viennent voir ce qui se passe. Territoire zéro chômeur, qu'est-ce que c'est? On aimerait bien diffuser. Donc, je sais qu'en Belgique, ils commencent aussi à mettre des choses en place qui ressemblent à notre dispositif. Oui, parce qu'on peut dire quand même que ça marche. Oui, Territoire zéro chômeur, ça crée vraiment des emplois. Il y a des gens qui reviennent sur le marché du travail comme ça. Donc le rôle d'EPAL, c'est de faire vivre ces thématiques, de montrer que les acteurs de l'insertion de l'ESS peuvent aussi monter des projets, peuvent aussi travailler, mais ce n'est pas qu'un outil pour le porteur de projet Erasmus+, c'est un outil vraiment pour diffuser les bonnes pratiques de l'insertion, de l'économie sociale et solidaire, tout ce qui concerne l'éducation des adultes. Donc c'est aussi la culture, c'est aussi l'insertion sociale, c'est aussi... il y a une fonction d'intérêt général qui paraît évidente. Vous portez une politique publique à ce titre-là? Nous, on est
on est acteur public, hein, on est service public, donc oui, tous les contenus sont complètement gratuits, il n'y a aucune publicité. Voilà, oui, on porte vraiment... Qui sont les personnes qui viennent utiliser votre portail, votre plateforme EPAL? Ce sont les individuels ou ce sont les structures qui conseillent aux personnes qu'elles emploient ou à leurs bénévoles, par exemple, d'aller se former sur EPAL? Alors, c'est plutôt des professionnels qui travaillent dans les structures, justement, de l'éducation populaire, de la culture, de l'insertion, de l'ESS, et qui ont envie d'aller regarder ce qui se passe voilà, à l'étranger ou sur des thématiques qui les intéressent. Par exemple, vous vous adressez aux conseillers en insertion? Oui, il est ouvert, la plateforme EPAL peut être ouverte à tous ces publics-là, évidemment. Quel regard vous portez sur l'évolution de la plateforme EPAL depuis 10 ans et donc de son secteur d'activité qui est celui de la formation professionnelle pour adultes? Alors, on voit déjà que le nombre de professionnels inscrits sur EPAL augmente de plus en plus, ce qui crée une communauté européenne, ce qui crée aussi beaucoup de coopération, puisque nous, évidemment, Erasmus+, on porte ce sujet, la coopération européenne. On sait que ça a un levier de transformation, d'innovation puissant, d'aller regarder ce qui se fait ailleurs en Europe et de montrer aussi ce qu'on fait de bien en France, parce que c'est aussi important. Et donc, ça, voilà, déployer un petit peu la connaissance de nos outils, l'innovation dans toutes ces formes sociales, culturelles et l'échange entre pairs, parce que voilà, il n'y a rien de mieux que de faire parler des pairs à des pairs pour comprendre ce qui se passe, pour créer de l'émulation. On fait aussi des webcasts que je ne vous ai pas donnés, notamment là il y en a un prochain en préparation sur la lutte contre les discriminations. Voilà, pour ouvrir aussi un petit peu sur des sujets comme ça qui peuvent intéresser. Un webcast, c'est comme un webinaire, c'est ça? Non, c'est une webconférence, en fait, c'est une émission de télé, en fait, voilà, qui est accessible en replay ensuite. Mais c'est vrai que c'est aussi des sujets qui vont au-delà de la formation, en fait. On peut aller se former pour voilà, étudier ces sujets, mais c'est des sujets de société, en fait. Comment vous diriez que EPAL et plus largement Erasmus+, transforme les pratiques des acteurs de l'insertion, des acteurs de l'économie sociale et solidaire? Alors, on a parlé de coopération européenne. L'autre grand sujet d'Erasmus+, c'est la mobilité, partir dans un pays étranger. Et notamment, il y a deux cibles, enfin un petit peu, c'est faire partir soit les professionnels qui travaillent dans les structures. Et là, c'est très puissant parce qu'on va observer des pratiques, on va voir des choses innovantes à l'étranger. On peut aussi transposer. On peut aussi tout simplement aller respirer, c'est-à-dire notamment dans les milieux de l'insertion. C'est par le quotidien parfois difficile, donc aller voir un petit peu ailleurs, aller observer des pratiques, bouger, ça peut aussi être facteur de remotivation, montrer aussi les gouvernances, comment ça se passe à l'étranger, aussi pour amener des bonnes pratiques, ça c'est intéressant. Ça me fait penser à un projet porté par ESS France, qui est le projet CAPS, qui lui a travaillé, alors c'est un projet plutôt de coopération européenne, mais avec d'autres pays européens pour monter un support pédagogique pour développer la place des femmes dans la gouvernance des structures de l'ESS. Et donc ensuite, c'est diffusé dans chaque pays. Après, toutes les productions créées dans le cadre d'Erasmus+, sont ouvertes et gratuites et accessibles à tous. Donc pour créer ces émulations, ça peut être un type de projet intéressant. Donc vous tissez des ponts au travers de l'Europe avec votre plateforme numérique. Et il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que vous êtes situé à Bordeaux. Oui, alors l'agence Erasmus+ France Éducation Formation est à Bordeaux, l'agence nationale. Et il se trouve que Bordeaux accueille cette année le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Ce sera au mois d'octobre. Vous êtes partenaire, évidemment? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on a été partenaire déjà, l'agence du Forum de l'ESS national à Niort l'année dernière, mais on est engagé aussi, alors avec nos collègues aussi de l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport et l'agence du service civique, qui elle est à Paris, et on est ensemble partenaires du Forum mondial de l'ESS. Donc ça consiste on sera présent avec un stand, mais aussi on a des prises de parole pour expliquer ce que fait Erasmus+, sur les deux volets de son programme, jeunesse et éducation formation, auprès des acteurs de l'ESS, qui ne savent pas forcément qu'ils peuvent aller toquer à notre porte. Donc c'est un événement incroyable parce que, d'abord il va mettre en lumière Erasmus+, et la plateforme EPAL, vous allez en profiter. Il va mettre en lumière l'économie sociale et solidaire et tous les ponts qui se construisent entre différents pays européens et même du monde entier, parce qu'il y a des gens qui vont venir de très loin. Ah oui, il y a là c'est vraiment le forum mondial. Alors nous c'est vrai que notre spectre, notamment sur l'éducation des adultes, c'est l'Europe, mais là c'est vrai que ça va être ouvert au monde entier. Donc ça va être très intéressant, je pense, d'aller expliquer aussi Erasmus à des gens peut-être qui ne connaissent pas du tout ce programme. Et tout cela dans une période conjoncturelle qui est difficile.
Venons-en aux questions budgétaires. Bah oui, parce que forcément, tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire se disent comment on va finir l'année, où est-ce qu'on va trouver nos financements. On a dit beaucoup, en particulier en cette période de restriction budgétaire nationale, il y a moins d'argent pour le service civique, il y a moins d'argent pour les missions de terrain, pour les actions. Et donc, on dit beaucoup, il faut se tourner vers les financements européens. Éric Lombard, ministre de l'économie, lors de la conférence des financeurs de l'ESS qui s'est tenue à Bercy le mois dernier, a dit quand même assez clairement aux acteurs qui étaient présents, tournez-vous vers la finance privée, tournez-vous vers l'Europe. Est-ce que vous y croyez et est-ce que l'Europe est encore, selon vous, un rempart pour les associations et pour les structures de l'ESS ? Alors moi, je vais parler plus d'Erasmus+. C'est vrai que c'est un programme européen, évidemment, mais notamment sur l'éducation des adultes. Le constat, c'est que depuis 2021, vous savez, on est dans un programme 21-27, c'est des programmes de 7 ans. Depuis 2021, les financements pour l'éducation des adultes ont augmenté de 230%. Donc, il y a effectivement une volonté de la Commission européenne de mettre du budget pour la formation, le développement des compétences des adultes, et ça, on le voit très clairement. Nous, à l'Agence française, on a essayé de faire une cartographie l'année dernière avec les personnes internes qui travaillent à l'agence et puis des experts externes aussi pour avoir le regard terrain. Et on a essayé de définir des cibles un petit peu pour qui sont nos financements. Et donc, évidemment, les acteurs de l'ESS font partie des 5 cibles qu'on a déterminées avec les acteurs de la culture, de l'insertion sociale, de l'action sociale, de l'insertion et il en manque un. Oui. Ça arrive, c'est pas grave. Voilà, ça va me revenir. Cette augmentation de 230% dont vous parlez sur les budgets européens jusqu'en 2027, est-ce qu'ils vont se poursuivre ? Là, la Commission est en train de préparer son budget en ce moment, 2028-2035. Quels sont les signaux que vous percevez déjà ? Alors, nous en parlions hier parce que nous avions une représentante de la Commission européenne, de la Direction générale culture et éducation, en charge d'Erasmus+, évidemment. C'est vrai qu'on est dans un contexte géopolitique qui fait que l'Union européenne, et on est aussi dans un contexte de guerre en Ukraine qui fait qu'on soutient l'Europe soutient les financements. Donc, les financements ne sont pas à rallonge et donc il faut peut-être répartir le gâteau en fonction des grandes problématiques d'aujourd'hui auxquelles on fait face et qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Donc, nous, évidemment, tous les acteurs des agences nationales Erasmus+, poussent pour avoir plus de financement parce qu'on sait que partir avec Erasmus, aller découvrir l'Europe, c'est aussi s'ouvrir, c'est aussi développer la citoyenneté, le sentiment d'appartenance européen et on voit que c'est de plus en plus important aujourd'hui au regard du contexte politique partout. Et donc, on essaye de pousser l'augmentation des financements, mais il n'y a pas d'optimisme fou, c'est-à-dire qu'on est quand même prudent, on ne sait pas. Et là, les choses vont se décider sans plus tarder. Je crois la Commission va proposer son budget, je pense, mi-juillet. Et après, ça sera au Parlement d'aller défendre s'ils veulent plus. Après ce programme, ce qu'on essaye de défendre et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tous les jeunes, les moins jeunes, les adultes qui partent, ils reviennent avec ce sentiment d'être européen, ce sentiment de ne pas avoir peur de l'autre, que la diversité des gens, des cultures, c'est toujours un plus dans une vie, d'avoir après des connaissances et des amis un peu partout et pour la vie. Il y a des choses très fortes et ce programme Erasmus, il porte vraiment cette notion de citoyenneté européenne. Donc ça serait aussi une arme vraiment importante par rapport à notre contexte actuel. C'est une richesse, donc cette diversité culturelle. Nous, on en est convaincus chez Mediatico. Par contre, on a des problèmes budgétaires et donc vous dites qu'on vous a envoyé les signaux hier selon lesquels il allait falloir réallouer, répartir différemment les budgets. Donc vous redoutez peut-être des coupes budgétaires sur certains de vos programmes ? Des coupes budgétaires, j'ose même pas imaginer. Après, on a eu une très grosse augmentation entre l'ancien programme et ce programme actuel, de plus 80%. Donc voilà, et évidemment, nous, on surferait bien sur cette vague. Après, on sait qu'on n'aura pas peut-être autant de progression que le futur programme, mais ça reste pour l'instant une grande interrogation. On attend aussi impatiemment que vous la proposition de la Commission européenne. Et est-ce que vous trouvez que les acteurs de l'ESS sont suffisamment pris en compte, valorisés par la Commission européenne dans ses politiques de formation et d'éducation ?
Alors, globalement, encore une fois, je vais recentrer sur Erasmus+. Nous, voilà, c'est le message qu'on porte, c'est que nos financements, même si, en fait, les acteurs de l'ESS ne savent pas toujours qu'ils peuvent toquer à notre porte, et c'est vrai que nos financements sont vraiment ouverts aux personnes dans les structures de l'économie sociale et solidaire pour aller se former en Europe, pour aller voir comment ça se passe ailleurs, pour aller voir aussi peut-être comment on gère les financements aussi, comment on va chercher les fonds privés. Ça pourrait être intéressant d'aller observer ces pratiques dans d'autres pays européens qui ont peut-être déjà commencé ces actions. Et donc, voilà. Nous, en tout cas, dans le programme Erasmus+ français sur l'éducation des adultes, c'est des acteurs que l'on soutient, comme ceux de l'insertion, comme ceux de la culture, comme ceux de l'action sociale également. Et alors, comment comprendre ce changement de pied, peut-être ce changement de cap en Europe? On a d'un côté une stratégie européenne de l'ESS qui se dessine, qui se déroule et qui doit être encore amplifiée. La France, d'ailleurs, doit remettre sa copie à la fin de cette année, au mois de novembre, pour dire quelle orientation elle compte donner à l'ESS en France dans un cadre européen. Et en même temps, on a la Commission européenne qui supprime sa direction, qui supprime dans sa direction DG Gros le service qui était consacré à l'économie sociale. Comment est-ce que vous comprenez ça? Alors, moi, c'est pas mon avis personnel. Après, c'est sûr que c'est peut-être un peu troublant. Après, ce que je peux vous redire, c'est que c'est vrai que nous, on est vraiment dans le soutien. Enfin, nos fonds, ils sont vraiment destinés aux ces acteurs. Donc, voilà, on peut, alors pas pour évidemment. Vous ne pouvez pas compenser tout ce que évidemment que non. Et puis européen. Erasmus+, c'est pas, voilà, il y a d'autres programmes beaucoup plus importants dans le paysage européen. Donc, ce n'est qu'un programme parmi d'autres. Après, c'est un programme important pour justement l'innovation, les systèmes de gouvernance, le renouvellement, enfin la curiosité, enfin tout ça, oui. Mais évidemment, on ne peut pas résoudre toutes les problématiques. Et puis on entend aussi dire parfois que les financements européens, c'est des processus qui sont très complexes, qui sont très longs, qui sont inaccessibles. C'est toujours comme ça ou ça a changé ? Alors c'est vrai que c'est la vision des fonds européens. Et alors tous les fonds européens ne marchent pas de la même façon non plus. Encore une fois, j'ai parlé d'Erasmus+, mais nous déjà depuis le programme 21-27, il y a eu des simplifications. Et c'était vraiment une demande des agences nationales à la Commission, simplifier le programme pour les acteurs. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'accréditation. Donc au lieu de déposer un projet, une candidature tous les ans pour avoir des financements, on peut déposer une fois une accréditation qui est comme un ticket d'entrée. Et ensuite, chaque année, vous demandez juste quel budget vous voulez pour X mobilité, vous demandez X, mais vous n'avez pas besoin de réécrire toute votre candidature. Donc ça a été une grande simplification. On a aussi, dans les projets de coopération, cette fois, des projets qu'on appelle des partenariats simplifiés, avec des forfaits, voilà, qui donnent accès à vraiment des toutes petites structures. Une petite structure peut complètement rentrer dans Erasmus. Voilà, on n'a pas besoin d'être gros, d'être gigantesque pour entrer dans le programme. Après, on a aussi, alors c'est pas le cas de tous les fonds européens, mais chez Erasmus, on donne 80% du financement en dès la contractualisation. Donc, en termes de trésorerie, il n'y a pas d'avance de fonds à faire. Ça permet aussi d'entamer le projet sans prendre sur ses fonds propres. Et puis, on a une logique aussi de plus en plus de forfaits. On n'a pas besoin de justifier toutes les dépenses et les forfaits alloués. Donc, tout ça, ça contribue à la simplification, en tout cas pour Erasmus. Mais on ne fonctionne pas tous pareil. Eh ben, il faut qu'on le fasse savoir, oui. Parce qu'effectivement, il y a pas mal d'acteurs qui vont se dire « Ah bon, mais c'est beaucoup plus simple que ce que je croyais, ça a l'air facile, c'est immédiat, en fait, je vais frapper à votre porte. » Alors, il y a quand même, c'est plus facile, mais ça demande quand même une gestion de projet, évidemment, une structuration, poser une candidature, mais on a à l'agence toute une équipe qui accompagne les porteurs de projets. C'est ce qu'on a beaucoup décliné hier dans notre journée dédiée à l'éducation des adultes, c'est que l'agence accompagne les porteurs de projets sur toutes les phases. En amont, par exemple, il y a le département promotion que je représente aujourd'hui qui accompagne et qui a développé tout un parcours spécifique pour les candidats qui demandent des fonds sur l'éducation des adultes avec des webinaires, des sessions de questions-réponses tous les mois. On peut avancer dans son projet, des rendez-vous en visio et des ateliers en présentiel dans une dizaine de villes, en France également en Outre-mer, pour accompagner les acteurs à vraiment rédiger leur candidat. Alors, on n'écrit pas à la place, mais à avoir toutes les billes pour rédiger au mieux leur candidature et avoir toutes les chances d'être financé. Et quels sont les axes principaux que vous financez ?
Alors comme il y a soit la mobilité, donc partir à l'étranger, donc ça concerne soit les professionnels des structures, soit aussi les publics accompagnés. Par exemple, je prends un exemple comme ça, un centre social peut faire partir les publics qui fréquentent le centre social à l'étranger. Voilà, donc tout ce qui est mobilité ou tout ce qui est partenariat. Donc là, il s'agit pour un organisme de travailler avec un ou deux autres ou trois, donc qui veut, autres organismes européens pour construire quelque chose, pour construire par exemple, comme je parlais du projet CAPS tout à l'heure, un module de formation ou un livrable pour améliorer telle ou telle problématique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a présenté hier en avant-première une étude qu'on réalise aujourd'hui, que l'agence de sociologie NCLIC organise et qu'on pilote sur les projets éducation des adultes depuis 2021, pour voir un petit peu quels sont leurs bénéfices pour les structures. Et on voit que déjà c'est 74% des porteurs de projets qui sont issus de associations, entreprises sociales ou ONG dans le secteur éducation des adultes. Donc on est bien représenté aujourd'hui dans ces structures. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. C'est déjà un élément intéressant. Moi, j'ai une dernière question à vous poser. Si vous aviez un message à faire passer aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui hésitent encore à aller frapper à la porte de l'agence Erasmus+, vous leur diriez quoi ? Je leur dirais d'être curieux, de venir, de regarder un petit peu notre site, de voir un petit peu, d'aller sur EPAL, regarder ce qui est fait dans l'économie sociale et solidaire, peut-être pour s'inspirer de projets et se lancer. Et notamment, on a mis en place dans le parcours dont je vous parlais un webinaire tous les trimestres pour montrer c'est quoi l'éducation des adultes avec Erasmus, qu'est-ce qu'on fait, c'est pour qui. Qui viennent à ce webinaire, c'est toujours gratuit. Et là, c'est le prochain, c'est le 1er juillet à 19h. Et derrière tout ça, il y a toujours le sens de construire une citoyenneté européenne. Oui. À un moment où l'Europe va quand même pas très bien. Oui, tout ça, garder l'esprit de coopération européenne, de solidarité, d'esprit citoyen, de participation dans nos vies démocratiques, mais au niveau local, comme territorial, comme européen. Tout ça, c'est des choses extrêmement puissantes dans le programme. Merci pour ce que vous faites, Marielle Gaudin. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes responsable du pôle formation et insertion des adultes au sein de l'Agence européenne pour la formation des adultes, de l'agence Erasmus+. Voilà cette direction à l'intérieur. Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci aux moyens techniques d'Impact Production pour la réalisation de cette émission. Et merci à vous, notre public, qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Mediatico. Si vous avez aimé cette émission, dites-le. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et puis abonnez-vous aussi à mediatico.fr, le média qui replace l'économie sociale et solidaire au cœur de l'actualité.